Bonjour et bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes, vous verrez tout et vous ne raterez rien. Aujourd'hui, mais qui veut déplumer le canard? 2 journalistes accusent le canard enchaîné de connivence avec le pouvoir. Réponse violente du journal satirique. Les auteurs du livre sont nos invités. Les héros de TF1 sont-ils en danger? La presse télé en fait sa une et ça fait réagir Véronique Jeuneste, alias Julie Lescaut sur TF1. Elle sera sur notre plateau. Qui a parlé de purification ethnique à la télé? C'est la phrase choc de la semaine. La guerre au PS sur les plateaux télé, les vidéos les plus délirantes du net. YouTube en a fait un show, reportage exclusif à San Francisco. C'est dans Plus Clair. Mais d'abord, France Télévisions paralysée. C'était mardi, pendant que les députés discutaient du sort de l'audiovisuel public sans pub. Les salariés étaient dans la rue. Reportage au cœur de l'événement avec Christelle Ploquin. Madame, monsieur, bonjour. C'est une journée maussade à nouveau aujourd'hui. On l'entendait bien, Tania Young, mardi matin sur France 2, mais on ne la voyait pas, à cause d'un mouvement de grève à France Télévisions. D'ailleurs, au même moment, dans les couloirs de la chaîne. Et si tous les programmes de la journée ont été un peu bousculés, c'est parce qu'ils étaient ici, ceux qui les fabriquent habituellement. Ici et en grève. Ceux de l'ombre, mais aussi quelques têtes connues, comme Françoise Laborde de Télématin ou Audrey Pulvar du 19-20. En tout, 43,4% de grévistes. Et ils avaient rendez-vous au pied de la Tour Eiffel, le premier émetteur hertzien. Pendant ce temps, à l'antenne sur France 2, le mot d'ordre, c'était plutôt une émission enregistrée à l'avance. Midi et quart, les socialistes Benoît Hamon et Martine Aubry viennent soutenir les manifestants. J'ai vécu la période où l'audiovisuel public était sous la dépendance du pouvoir politique et je souhaite qu'aujourd'hui nous ayons un audiovisuel public qui soit indépendant. 3000 manifestants venus de toute la France. Résultat, aucun journal régional sur France 3. Quant au national... Ça va être la surprise. Il n'y a pas d'édition nationale normalement, mais est-ce qu'ils vont nous pondre un petit outil image, comme ils savent si bien le faire, avec des sujets qui datent de 2-3 jours sur France 3 Sat, c'est possible, hein. Bien vu, à midi 27, France 3 diffuse cette édition sans présentateur, avec une actualité pas franchement brûlante. La caméra de demain est mise au point par les ingénieurs de l'INRIA. Et sur France 2 à 13h, à la place du journal d'Élise Lucet, une rediffusion de Vue du ciel, l'émission écolo de Yann Arthus Bertrand. À cause de la grève, le 13h a été annulé. Bilan, une chute vertigineuse de l'audience qui passe de 20% de part de marché la veille à 7,8 mardi. Et à ce moment-là, on pouvait déjà deviner qu'il n'y aurait pas non plus de JT sur France 3 le soir. Bah oui, puisqu'elle était dans la rue, Audrey Pulvar. Je suis très inquiète des amendements qui ont été proposés par certains députés, et voilà. Pas loin, l'homme qui a remplacé Patrick de Carolis à la présentation des Racines et des Ailes. Je suis bien placé pour vous dire que c'est possible d'allier qualité et audience, mais faire de la belle télévision, faire des belles émissions, ça demande de l'argent. Même heure, France 2 peut encore compter sur une émission préenregistrée, celle de Jean-Luc Delarue. C'est un vrai dilemme que vous avez en face de vous. 15h15, les manifestants tombent nez à nez avec les CRS au pied de l'Assemblée nationale. Impossible d'aller plus loin. C'est fini, non, ça commence. Et drôle d'ironie, à la même heure, France 3 diffuse justement les questions de l'Assemblée au gouvernement sur la réforme de l'audiovisuel. 2 députés, dont Jacques Millard, proposent alors de supprimer les journaux de France 3. Écoutez, c'est une question de bon sens. On a à une demi-heure de distance, le soir, à 19h30, un journal national, et à 20h, un journal national. Il y a doublon, c'est manifeste. Surprise des manifestants. Ouais, il y a un scoop là. Non mais ça déconne, il y a un scoop. Elle vient me dire qu'il y a 2 députés qui proposent, là en séance, je viens de l'Assemblée moi, la suppression du JT de France 3. C'est vrai. 18h45, même un jour de grève, Julien Courbet assure le service maximum et réalise son score habituel de 11,7% de part de marché. À l'Assemblée, il n'y a plus de manifestants dehors et presque plus de députés dedans. Et enfin, sortie de celle qui porte la fameuse réforme, la ministre de la Culture et de la Communication. Je pense qu'il n'y a pas motif, en effet, d'être inquiet. Nous sommes ambitieux pour France Télévisions et contrairement à ce qui a été dit, nous ne voulons pas ni l'euthanasier ni l'asphyxier. Quelques minutes plus tard, David Pujadas prend l'antenne pour le 20h, mais dans un studio réduit avec des moyens limités. Et du coup, le face-à-face entre les députés Noël Mamère et Frédéric Lefebvre devient plutôt un côte à côte. Part de marché stable malgré tout pour le JT, 21,9%. Et heureusement pour l'audience de France Télé, il restait encore des programmes préenregistrés qui, grève ou pas grève, sont des valeurs sûres. Et
Et à part ça, il se passe quoi dans la France des médias? C'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Baillot, Wilfried Garcet et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. À Boulogne, dans le secret de la tour TF1, un homme jubile depuis 3 semaines. Jean-Claude Dacier, directeur de l'info du groupe. Son rayon de soleil, Laurence Ferrari. Le JT remonte. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. On a maintenant des audiences qui sont entre 8,5 millions et au-delà de 9 millions. On va continuer. Oui, enfin, n'exagérons rien, Jean-Claude. Les 9 100 000 téléspectateurs, c'était mardi, à savoir une journée pas comme les autres. D'abord, France 2 a servi un 20h light. Puisque vous le savez, c'est une journée de grève dans l'audiovisuel public. Et sur Canal+, pas de grand journal pour cause de foot. Cela dit, le JT de TF1 semble bel et bien stabilisé autour de 31% de part d'audience. Entre-temps, Laurence Ferrari a changé de look, histoire de plaire un peu plus aux fidèles du JT de TF1. Mais c'est le b.a.-ba, c'est le business. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Écoutez, je pense qu'elle est arrivée peut-être, je vous dis tout, elle est arrivée peut-être un peu jeune femme, elle est arrivée de chez vous, elle est arrivée de Canal. Et je pense que pour TF1, il fallait qu'elle soit plus ce qu'elle est en réalité dans la vie. Donc au fond, elle est revenue à un style qui lui est naturel, c'est-à-dire une jeune femme épanouie, sereine, compétente. On passe à ce suspense abominable autour de la réconciliation de Valérie Bègue et de Madame de Fontenay. La Miss 2008 et la Dame au chapeau se tomberont-elles dans les bras en direct lors du grand prime de Miss France samedi prochain sur TF1? On a posé cette question vitale à la directrice de la société Miss France en personne, Sylvie Tellier. On n'est pas des magiciens, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à s'apprécier et on ne prendra personne, on ne forcera pas les gens, on ne prendra personne en otage. Donc si cette réconciliation doit arriver, tant mieux et c'est vrai que je la souhaiterais. Ah ouais, c'est du sérieux cette brouille. En fait, Madame de Fontenay n'a jamais pardonné à la Miss réunionnaise d'avoir posé en tenue légère avant son élection. Mais cette guéguerre sans merci a surtout fait la promo de Miss France pendant toute l'année, et ça c'est super bien joué. Oui, ça fait du buzz entre guillemets, je crois que, mais c'est pas souhaitable. Moi, j'ai envie de vous dire, si on me proposait de revivre ça pour 2009, non. Allez, courage Sylvie, dans une semaine, c'est fini. Ah, Victoria, éternelle ambassadrice du naturel suédois dans la roue de la fortune sur TF1. Depuis jeudi, cette élégante vidéo fait le buzz sur Internet. Un téton étonnant, mais pas autant que cette info. La séquence tournée à la télé espagnole a déjà 3 ans. Alors pourquoi cette vidéo ressurgit-elle maintenant sur la toile et surtout à qui profite ce buzz? Une chose est sûre, la bombe est actuellement à l'affiche d'une télé-réalité sur la chaîne E-Entertainment. Elle a fait de son physique son fonds de commerce. Voici Victoria Silvstedt. Bienvenue dans ma vie parfaite. Et elle se prépare à co-animer Sexy Staff sur Énergie 12 en janvier. Ce divertissement, produit par Alexia Laroche-Joubert, aura pour noble vocation d'élire la profession la plus sexy de France. Conclusion, tout ce buzz, ça tombe très bien. Mais alors très bien pour la promo de Victoria. La polémique de la semaine, c'est Amirou Schlaidi qui l'a allumée. Comme chaque année, le club Averroès qu'il préside a rendu son rapport sur la diversité au sein des médias. Résultat, pas plus de minorités visibles en 2008 qu'en 2007. Bref, une année ratée. Moi, j'en suis désolé, mais ça fait 10 ans qu'on explique à tous les patrons qu'il faut qu'ils soient plus volontaires, qu'ils soient plus disciplinés sur cette question. Harry Roselmack, membre du club Averroès et figure emblématique de TF1, a bien une petite idée pour donner plus de couleur à la télé. Lorsqu'on crée un nouveau programme, il ne faut pas que cette composante de la diversité soit absente et qu'on se dise simplement on va ajouter de la diversité après. Il faut vraiment que dans la constitution même des programmes, cette composante-là soit prise en compte. Seulement cette année, Amirou Schlaidi va beaucoup plus loin. Le rapport parle de purification ethnique au sein du service des sports de France 2. Le texte accuse. En 2005, 2 salariés auraient été mis au placard, officiellement pour des raisons de compétence, mais selon le rapport, en raison de leur couleur de peau. Ça s'est soldé par un audit qui a confirmé la rigueur et le professionnalisme de ces 2 personnes. Malgré tout, ils n'ont pas été rétablis dans leurs fonctions. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Joint par téléphone, le patron des sports de France Télévisions, Daniel Bilalian, n'a pas souhaité répondre à nos questions. La cérémonie qui fâche, c'est les Gérards de la télévision. Les Gérards de la télévision, c'est un peu le côté obscur des 7 d'or avec des catégories aux intitulés improbables. Gérard, de l'émission que tu regardes et à un moment, vers la fin, tu te dis « Putain, ça fait combien de temps que je regarde cette daube ?»
Cette année, les organisateurs ont mis la barre très haute. On décernera par exemple le Gérard de l'animateur qui faisait un carton à la radio et qui fait ses cartons à la télé. Les nominés étant entre autres Julien Courbet ou Christophe Ondelat. Tout aussi agréable, le Gérard de l'animatrice bien relou, une catégorie dans laquelle Valérie Damido est nominée. Peut-être que cette année, j'irai chercher mon parpaing si je suis élue. Relou. Puis c'est bien, relou, je parle tout le temps, je parle fort, j'ai un rire de pintade. Franchement, tu sais quoi, ça me fait rire. J'adore l'idée, voilà. La reine de la déco est-elle à 2 doigts de ramasser un parpaing? Réponse le 8 décembre sur Paris Première. Telenovela, c'est fini pour cette semaine. Et surtout, gardez les yeux ouverts. Le Canard enchaîné, mis en cause. Le journal satirique le plus connu de France se laisserait manipuler par le pouvoir, polémique, après la publication d'un livre qui conteste les méthodes du journal. Le volatile est en colère, le Canard a violemment réagi en une. Les auteurs du livre sont justement avec nous sur le plateau de Plus Clair. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Laurent Valdiguier, vous êtes journaliste à Paris Match. Bonjour Karl Lasquet, vous êtes journaliste à Libération et vous avez tous les deux signé donc ce livre, Le vrai Canard. Alors selon vous, le Canard a toujours eu des liens ambigus avec le pouvoir, notamment sous François Mitterrand, mais ce que vous dites, c'est que ça s'est renforcé sous Nicolas Sarkozy. Explication en images avec Laetitia Crupin. La principale accusation du livre, c'est la complicité supposée entre l'hebdomadaire satirique et les hommes politiques. Les politiques sont assez fins pour comprendre qu'il vaut mieux avoir un canard dans sa poche plutôt que contre soi. Donc ils repèrent les journalistes qui alimentent le Canard enchaîné en écho et ils les utilisent très souvent à leur façon. Le livre révèle les noms des présumés informateurs comme Brice Hortefeux, le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. Information démentie par le Canard enchaîné cette semaine. Hortefeux est l'un des ministres qui a été le plus étrillé dans nos colonnes. Alors, à la sortie du Conseil des ministres, mercredi, nous avons tenté d'interpeller le principal intéressé. Monsieur Hortefeux, une question. Est-ce que vous êtes un informateur du Canard enchaîné? Monsieur Hortefeux, est-ce que vous êtes un informateur du Canard enchaîné? La réponse est claire, no comment. Reste la question de base, les responsables politiques informent-ils directement le Canard? Mercredi, après le Conseil des ministres, nous avons tendu le micro aux députés à l'Assemblée nationale. Ça ne m'étonne pas totalement, mais maintenant je n'ai aucun élément d'information réelle. Non, bien entendu non. Enfin, vous posez de ces questions. Je pense dans ma vie avoir une ou deux fois donné des infos, qui n'étaient pas des infos graves, qui étaient des infos très souriantes. Mais ça m'est arrivé, je crois, 2 fois. La deuxième affirmation choc du livre concerne le journal de Carla B. Cette parodie de carnet intime publiée chaque semaine en une du Canard enchaîné serait fortement inspirée par Pierre Charon, conseiller à l'Élysée. Mais là encore, le Canard dément. Sérieusement, qui peut croire que le Canard a confié une de ses chroniques les plus suivies à un collaborateur de Sarkozy? Même pas une ligne. Pourtant, le patron de l'Express, Christophe Barbier, qui a publié les bonnes feuilles du livre et qui est aussi un ami intime de Carla Bruni-Sarkozy, va plus loin. C'est un journal qui fait rire la principale intéressée, Carla Bruni-Sarkozy. Elle se jette dessus le mardi. Elle sait que par son entourage, notamment Pierre Charon qui s'occupe de sa communication, elle peut faire passer de vraies informations sur son agenda ou des petites idées. Pourquoi s'en priverait-elle? Pourquoi le Canard se priverait-il de les reprendre? Il y a un jeu de ping-pong là qui ne porte pas tort aux intérêts de la République, mais qui montre bien que c'est plus compliqué que ce que croit le grand public, qui imagine un Canard enchaîné en permanence dressé contre le pouvoir pour lui chercher des poux dans la tête. Non, c'est plus compliqué que ça. Sur le même modèle, pendant la campagne des municipales de 2001, l'hebdomadaire avait publié le journal de Xavier T, sous-entendu Xavier Tibéri, la femme du maire de Paris. Selon le livre, c'est Jean-François Props, alors directeur de la communication à la ville de Paris, qui alimentait cette chronique et lui-même confirme aujourd'hui. Très souvent dans ma vie, je me suis servi des journaux pour faire passer du message. Est-ce qu'à l'époque, on savait que c'était vous? Non. Non, parce que moi, je suis assez discret et secret dans les opérations que je monte. Information réfutée par le Canard et par Xavier Tibéri que nous avons jointe par téléphone. Mais l'hebdomadaire satirique ne peut se résumer à la guerre de com' des politiques. Sa réputation, il l'a forgée aussi grâce à ses enquêtes, à ses scoops historiques et à son indépendance. Même s'il n'est pas parfait, même s'il a des lacunes, même s'il est partial, tout ça est vrai.
c'est aujourd'hui le seul grand journal national très largement lu qui vit sans publicité. Ne serait-ce que pour cette raison-là, le Canard enchaîné est un trésor. Mercredi, Michel Gaillard, le directeur du Canard, écrit dans son journal à propos de votre livre « Il ne cherche pas à dévoiler la face cachée de notre hebdomadaire, seulement à lui nuire et à le salir. » Que lui répondez-vous ? On a répondu que non, évidemment. Enfin, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment une plongée dans l'histoire, enfin, des 30, des 40 dernières années par rapport à ça. Pour revenir sur Sarkozy, quand même, il y a l'impact de ces relations de connivence est intéressant. C'est-à-dire qu'on pointe, par exemple, la censure d'un article sur Sarkozy en 2007, au moment de la campagne électorale, sur les revenus d'avocats de Sarkozy. Les revenus qu'il tirerait du cabinet d'avocats dont il est encore l'associé. Le journaliste Nicolas Beau a confirmé cette censure. Il a quitté le Canard depuis. Donc c'est un exemple. C'est-à-dire que mais c'est une affaire qui est sortie dans les dossiers du Canard, le numéro d'avril 2008. Mais un an plus tard. Il y a un vrai impact de cette proximité avec les politiques sur l'enquête. C'est ça qui nous a intéressés. Mais quand en 2007, le Canard enchaîné met en cause Nicolas Sarkozy en pleine campagne électorale, cette fois, à propos de l'appartement à Neuilly qu'il a obtenu au rabais, là, il sort une affaire sur Nicolas Sarkozy. Oui, mais on explique dans le livre dans quelles conditions tout ça sort, à quel point c'est pas simple, c'est compliqué, à quel point le Canard... Ça sort quand même. Oui, bien sûr. Non, mais l'info sort mal. Le Canard se croit obligé de faire la semaine d'après une page équivalente en volume sur Ségolène Royal, en annonçant une semaine avant. Enfin, le lecteur du Canard a pu lire cette affaire dans le Canard. Tout à fait. Mais on raconte comment ça a été un problème au sein de la rédaction. Et comment il y a eu un espèce de troc sur ok, on passe ça, mais on va. C'est pas l'idée, comme disait Christophe Barbier dans votre reportage, c'est pas l'idée que se font toujours les lecteurs du Canard qui pensent que c'est le seul journal qui n'a aucun frein. Voilà. Parlons justement de ce fameux journal de Carla B, qui est en une du journal. Vous dites qu'il est alimenté par Pierre Charon, proche conseiller de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui attaché à la communication de Carla Bruni-Sarkozy. Quelle preuve avez-vous ? L'intéressé nous l'a confirmé. C'est lui qui le dit. L'intéressé nous l'a confirmé. Mais ça suffit pas. Est-ce que quelqu'un d'autre vous l'a dit ? D'autres conseillers ministériels nous l'ont confirmé. Que vous ne citez pas dans le livre. Je précise, on ne dit pas, contrairement à ce qu'écrit Michel Gaillard, qu'il rédige cette chronique, évidemment, mais on dit qu'il est en contact avec le Canard, qu'il l'alimente, ce qui est tout à fait différent. Alors, le Canard enchaîné, en tout cas, dément, et là, aujourd'hui, on est un peu, c'est votre parole contre la parole du Canard enchaîné. Comment fait-on dans ce cas, nous, lecteurs du Canard enchaîné, pour démêler le vrai du faux ? Le Canard, la violence de l'attaque du Canard contre le livre, la réaction qu'il y a eu en une cette semaine cache mercredi. Un peu l'absence de débat. Ça fait 6 mois qu'on essaye de rencontrer les 3 dirigeants du Canard. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce livre en ayant toutes les peines du monde à rencontrer dans des conditions normales les journalistes du Canard, que l'on connaît Carl et moi depuis 10 ans pour la plupart. Parce que ils ont l'interdiction de nous voir. Alors ils nous ont annulé des rendez-vous à la dernière minute. Certains ont exigé qu'on dialogue par écrit, même en face à face. D'autres que nos entretiens soient enregistrés. Enfin, il y a comme poser des questions toutes simples et s'interroger sur leur pratique, comment ça fonctionne tout simplement, a pris des proportions avec le Canard un peu délirantes. Pourquoi d'après vous ? Parce que toute cette institution qu'est le Canard fonctionne au secret, a besoin d'entretenir l'idée. C'est pour ça que ça les énerve aujourd'hui, que quelques vérités toutes simples sur comment, bien sûr, qu'ils fonctionnent avec des politiques, c'est même normal. Mais cette vérité toute simple d'une proximité, d'une porosité avec l'Élysée, les gêne aujourd'hui parce que ça contredit un peu le mythe sur lequel ils sont assis, que le Canard est indépendant de tout. Alors, dans sa réponse en une du Canard, Michel Gaillard, qui est le directeur de la publication, sous-entend que vous n'étiez pas assez bon pour travailler au Canard enchaîné, que vous n'y avez pas été embauché, et que donc c'est l'aigreur qui vous a fait écrire ce livre. Ça n'a pas de sens, parce que nous, on a posé... C'est vrai qu'il vous a pas embauché, ceci dit. Vous avez tous les deux postulé pour le Canard enchaîné. Dans une carrière de journaliste, oui, mais on est très bien dans les journaux. Enfin, moi, en tout cas, à Libération, j'y suis depuis 15 ans. Vous êtes maintenant à Paris Match, vous Libération.
c'est une manière une manière peu élégante à notre avis de répondre. Le journal voit derrière votre livre l'ombre d'Arnaud Lagardère, qui est le patron donc du groupe Lagardère, patron de Paris Match, où vous travaillez, vous, Laurent Valdiguier, également propriétaire de Stock, qui publie votre livre, également proche de Sarkozy. Votre livre serait donc un complot ? Oui, les bras nous en tombent, parce que on n'a rien à dire à ça. La théorie du complot. Tout ça est vrai. Non, mais la théorie du complot, tout le monde peut l'écrire, mais tout le monde en ricane. On raconte dans le livre une histoire qui a rien à voir avec nous, qui est l'histoire d'une petite étudiante en sciences politiques qui a fait une thèse sur le canard enchaîné. Et comme c'était une toute petite étudiante de Paris 3, le canard finalement l'a laissée dans ses murs pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, cette étudiante, elle a fait un énorme bouquin, une thèse sur leur fonctionnement. Et elle leur a envoyé. Quand ils ont vu ça, alors elle ne faisait pas du tout partie du groupe Lagardère. Ont vu ça, ils se sont tellement déchaînés contre cette étudiante, ils ont menacé de plainte son directeur de thèse, ils l'ont obligé, en faisant des pieds et des mains, à détruire ce travail, à le refaire, à enlever les noms, etc. Ils ont utilisé une bombe atomique contre une mouche. Et cette fois-ci, ils avaient pas brandi la théorie du complot d'Arnaud Lagardère, ils avaient juste brandi la compétence de cette jeune fille qui pourtant avait travaillé 6 mois avec eux. Donc le canard n'a jamais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a eu aucun travail d'enquête sur eux. Le canard n'a jamais supporté la critique. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'effectivement, ce soit pas le contre-pouvoir qu'il prétend. En fait, c'est pas forcément un livre d'aigris, c'est un livre d'amoureux déçus. Un peu. Merci. Un peu ça. Merci Laurent Valdiguier, merci Karl Lasquet d'être venu nous en parler sur ce plateau, sur le plateau de Plus Clair. À suivre après la pub et le zapping de la semaine. Comment remonter l'audience de la Starac, le meilleur de YouTube, la guerre au PS sur les plateaux télé et notre invitée Véronique Geneste, alias Julie Lescaut sur TF1. C'est dans un instant. À tout de suite. Deuxième partie de Plus Clair. Dans un instant, Julie Lescaut est-elle en danger sur TF1 ? Véronique Geneste est notre invitée, mais tout de suite, comme promis, le zapping. Invité exceptionnel sur les primes, nouveau coach, TF1 et Endemol font tout pour booster l'audience de la Starac. Alors, efficace ou pas ? Réponse de nos critiques TV. C'est parti, attention, ça peut faire mal. Chers amis, une émission à l'enjeu crucial. Il ne faut pas oublier que Starac, ça reste un formidable concept. Il y a des stars, des chanteurs, des apprentis chanteurs à qui on apprend le métier. Il y a des disputes, il y a de l'amour. Aujourd'hui, le concept est un petit peu usé. On a choisi, au début en tout cas, des premiers primes, de prendre des artistes qui font des tubes en ce moment, mais que personne ne connaît, parce que ce sont des tubes radio. La moindre étincelle peut faire toute la différence. Les élèves qui sont des anonymes, que donc par définition on ne connaissait pas avant d'entrer à la Starac, sont en fait de véritables professionnels de la télé-réalité. Et tu pars en couille là ? Ouais, je pars en couille. On a perdu la fraîcheur du début. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je pars en couille. Finalement, reste le seul dernier pilier, c'est Nikos. C'est très serré pour 3 candidats. C'est très serré, c'est vous, seulement vous qui ferez la différence. Je pense qu'il fait bien le job. Il essaie de sauver les meubles. Il met beaucoup d'énergie dans le show. Tout s'effondre autour de lui, et il n'y a que lui qui continue à défendre un programme, mais qui n'est plus le sien finalement. Le clash est vraiment fait partie quasiment de la bible de l'émission. J'étais bien reparti. Pourquoi il fait ça ? Et ces dernières semaines, on a été servi. On a des clashs à peu près tout le temps. Entre les profs eux-mêmes, ce qui est nouveau, les profs se chamaillent. Oui, nous travaillons dans le même programme, mais oui, je n'ai rien à partager avec cette personne. Dans Starac cette année, il y a le cas Marine Méchin. Bonjour. Je vous fais fuir quand j'arrive. Non, c'est juste que j'ai eu peur. Parce que le seul intérêt de regarder le programme cette année, c'est justement de regarder Marine Méchin. C'est le coach mental. Elle est complètement hystérique. Elle casse en permanence tout le monde. Je suis pas là pour être dans la compassion. La compassion, pour moi, c'est la passion des cons. Elle n'arrête pas de prendre à partie les élèves. Par exemple, elle leur dit « je vous regarde pas, je vous pénètre ». Je prends l'espace.
J'habite mon espace. Elle est vraiment très étonnante, elle est presque étrange, elle fait presque peur. C'est un état fœtal renversé. C'est une mèche de dynamite. Elle sait dire aux élèves ce qui va, ce qui va pas. Elle les cache, elle ne manie pas la langue de bois. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous grandir. Alors maintenant, mangez vos tomates et taisez-vous. C'est jamais gagné, mesdames et messieurs. C'est jamais perdu d'avance. Ce qui nous fait un prime à 23,6% de part d'audience en moyenne, contre 28,9% l'an dernier. Quant à la quotidienne, elle tournait autour de 20-21% de part d'audience l'an dernier. Et cette année, elle est plutôt située autour de 16-17%. La fatigue s'installe vraiment, quoi. Mesdames et messieurs, c'est qui tout double ce soir? Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y aura pas de Starac 9 l'année prochaine. Par contre, je pense qu'il y aura une nostalgie de cette émission très rapidement. Et que si les producteurs ont l'intelligence de la laisser reposer 1 ou 2 ans, et on aura envie de la revoir, mais pour l'instant, je crois qu'il faut arrêter. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y aura une 9e saison. L'industrie du disque a besoin d'une émission de variété puissante, et il n'y en a pas d'autre aujourd'hui dans le paysage. À côté de la plaque. Débrancher le malade. Mini-star, mais elle fait le maximum. Et là, je vous regarde pas simplement. Je vous pénètre. Voilà, Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Et ailleurs, le meilleur de YouTube, le temps d'une soirée, le site a réuni tous les anonymes qui font le buzz sur le net. Ça s'est passé à San Francisco. Un reportage exclusif, c'est dans Mediaplanet avec Christophe Beaugrand et Didier Alouche. Rendez-vous préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanet, toute l'actu des médias en moins de 6 minutes. Si tu me cherches trop, je te transforme en chip. Ah ouais Jean-Claude, direct les menaces. Allez c'est parti. Et pour commencer, l'image de la semaine nous vient d'Italie. Un travesti qui remporte une télé-réalité. Il s'appelle Vladimir Luxuria. Il vient de gagner la Isola des Famosi, l'île des célébrités. C'est une sorte de Koh-Lanta italien pour les people. Et sachez que Mademoiselle Vladimir est très connue en Italie, un travesti médiatique doublé d'un homme politique, puisqu'il était député communiste de l'Assemblée italienne jusqu'aux législatives d'avril dernier. Ah oui, quand on est un homme politique, faut savoir tout faire. C'est l'événement de la semaine sur la toile et à San Francisco. Il y a quelques jours, le grand spectacle organisé par YouTube. Welcome back to YouTube Live! YouTube a invité tous les anonymes devenus des stars du net en postant des vidéos, de Obama Girl à ces gamins qui jonglent, en passant par le créateur des Free Hugs, vous savez, ces câlins gratuits. Mediaplanet y était et nous avons croisé des Français hallucinés par ce qu'ils ont vu. C'est le festival de Cannes, quand Brad Pitt sort de la voiture, c'est ça, t'as les groupies qui gueulent, les caméras qui sortent, les appareils photo, tout le monde se jette sur eux, vite, viens, un autographe, une photo. C'est vraiment incroyable. Et ce show a été diffusé en direct sur YouTube, bien sûr, comme à la télé. Avec ce concert, YouTube devient diffuseur à part entière et même plus, c'est ce que nous a expliqué son directeur marketing, Chris de Césarée. Si YouTube était un pays, ce serait le 4e plus grand du monde. Il y a 300 millions de personnes sur YouTube tous les mois. Il y a plein de gens qui se connectent, de Madonna à la reine Elisabeth. C'est le meilleur moyen de s'adresser au monde entier. Alors forcément, vous vous dites c'est un énorme coup de pub. Bah oui, ils sont forts ces Américains quand même. Le Parti socialiste français est encore partout dans les journaux du monde cette semaine. Avec tout d'abord les excuses du New York Times qui avait pris Martine Aubry pour un homme. Ils ont donc publié un rectificatif en début de semaine. 2 points, ouvrez les guillemets. La candidate Martine Aubry est une femme. Le Soir en Belgique stigmatise la gauche la plus folle du monde, même métaphore dans le Spiegel en Allemagne qui parle de la cage aux folles. Ils doivent pas bien se souvenir du film. The Independent au Royaume-Uni parle de combat debout féminin à la française. Le Guardian déplore une amère bataille. La Stampa zoome sur Ségolène sans même préciser son nom de famille. Et c'est bien la preuve que Ségolène Royal est une superstar médiatique, même si elle ne l'a pas emportée. C'est bien elle qui apparaît en photo dans toute la presse européenne et non pas Martine Aubry.
C'est ce qu'on appelle de la mise en abîme. Des stars issues de la télé-réalité qui participent à une émission de télé-réalité, mais pour devenir cette fois-ci les héros de leur propre show de télé-réalité. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vous jure que ça existe. C'est sur la Fox et ça s'appelle Give Me My Reality Show. Donnez-moi mon émission. These 7 reality stars have become famous for many different reasons. Sex, drugs, but they all share one common trait. Even though they're all famous, they've never had their very own show. Until now. Give me my reality show! Alors parmi les participants, il y a une ancienne candidate de American Idol, un ex-aventurier de Koh-Lanta, un 8e rôle dans Alerte à Malibu, bref, des stars un peu oubliées. Alors la télé-réalité, est-ce la seule solution pour faire encore parler de soi? On est allé voir Daniel Gilbert. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Alors vous avez participé à la Ferme Célébrité il y a quelques années. À votre avis, la télé-réalité, ça permet vraiment de redonner un coup d'accélérateur à cette carrière? Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on m'a proposé la ferme, j'ai dit oui tout de suite. J'ai fait parce que l'aventure me plaisait, que j'aime les challenges. Voilà, j'aime les challenges tout au long de ma vie. Je trouve que c'est ce qui fait avancer. Mais je trouve pas répréhensible. Je vois pas pourquoi ce serait choquant que y en ait qui fassent ça parce qu'ils ont envie de se faire connaître. Je trouve ça très bien. Si ça peut apporter quelque chose sur le plan professionnel, tant mieux. Et la gagnante de Give Me My Reality Show vient tout juste d'être choisie par les téléspectateurs américains. Elle s'appelle Gretchen et on a hâte de voir son émission. Ou pas. Vous avez forcément déjà entendu parler de World of Warcraft, même si vous n'avez pas réussi à le prononcer. Il s'agit du jeu en réseau événement, dont une nouvelle version vient de sortir dans le monde entier. Succès phénoménal, avec plus de 3 millions de copies vendues en seulement 24 heures. Même la pub balancée sur le net a fait un carton, regardez. I'm Ozzy Osbourne, and I'm the Prince of Darkness. The Lich King is the Prince of Darkness, Ozzy. Et comme le rocker Ozzy Osbourne, vous êtes des millions à jouer comme des malades sur votre ordinateur. Du coup, voici notre top 3 des joueurs les plus hystériques. En numéro 3, direction l'Allemagne avec le petit Jürgen, très nerveux, ya. En numéro 2, ce jeune Suédois qui nous a fait un tout petit peu flipper. Et notre numéro 1, c'est Kevin, qui joue dans un cybercafé avec ses potes. On espère qu'il a une bonne assurance quand même. What the fuck? You stole my fucking leather belt! Fuck! Fuck! Hey, don't put it out on that fucking leather belt! Fuck! Et sachez, pour ces jeunes gens, qu'une clinique pour traiter l'addiction aux jeux vidéo vient d'ouvrir aux Pays-Bas. Oui, bah, moi je serais pas du genre à perdre mes nerfs, à casser un ordinateur comme... Oups! À la semaine prochaine dans Média Planète. Les héros de TF1 sont-ils en danger? La presse télé s'inquiète. Entre les experts et Dr House, les héros français souffrent. L'audience est en baisse. Femme de loi, Alice Nevers, Navarro sont menacés. Et Julie Lescaut alors. Véronique Jeunesse est dans Plus Clair pour tordre le cou aux rumeurs et aussi nous parler de sa rentrée au théâtre. Je suis ravie d'accueillir Véronique Jeunesse sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Quand vous lisez la presse télé et que Télé Loisirs se demande si les héros de TF1 sont en danger, ça vous énerve? Ce qui m'énerverait le plus, c'est quand tout à coup quelqu'un lance une rumeur pour une raison, ou alors parce que déjà un magazine a interviewé quelqu'un qui a dit quelque chose, qui en a tiré une sorte de pataquès qu'il a inventé plus ou moins, et puis qu'après ça, tout le monde reprend cette rumeur et que quand vous la démentez, quand vous dites par exemple, moi, il m'est arrivé la dernière fois, j'ai eu une interview, il y a une femme une journaliste qui me dit mais alors Julie Lescaut va s'arrêter. Vous lui dites non et la question d'après c'est mais alors finalement si vous faites du théâtre c'est parce qu'il n'y aura plus Julie Lescaut alors que vous voulez lui dire que ça s'arrête pas, je veux dire. Donc on a quand même l'impression que les gens ont envie d'entendre certaines choses, ils essayent de faire coller ce qu'ils ont envie d'entendre à ce qu'ils ont écrit déjà. Enfin je veux dire c'est très étrange. Mais vous dites tout de même que le patron des programmes de TF1, Laurent Stork, et le patron de la fiction, André Béraud, vous ont rassuré, vous ont appelé pour vous moi, dire. Ils m'ont appelé, alors j'étais même pas paniquée parce que j'étais même pas au courant que c'était passé cet article-là. Donc autant vous dire, je suis dans mon petit coin, moi, dans mon petit truc, et je fais mes petites affaires à moi. Je lis pas trop tout ça et je suis pas trop là-dedans. C'est pas que je m'en fous, hein, mais disons que c'est pas une préoccupation majeure dans ma vie. Et en fait, on m'appelle en me disant, oh Véronique, t'angoisses pas, etc. Je fais, mais je sais même pas pourquoi
je devrais être angoissée. Donc je dis, mais je suis pas angoissée, moi, pourquoi 18, vous n'êtes pas angoissée parce que Julie Lescaut réunit entre 8 et 9 millions de téléspectateurs à chaque épisode. La série a subi un sérieux lifting. Est-ce que ça explique aussi le fait que ça dure et que ça marche encore? Oh, peut-être parce qu'en fait, je pense que la lassitude de Julie, telle en ancienne version, est venue pour moi, peut-être en même temps que les téléspectateurs, ou alors qu'ils ont peut-être senti que je m'ennuyais, que j'avais envie relancer la machine. Voilà, j'avais envie d'enlever les charentaises, j'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie que ça bouge plus, j'avais envie que ça soit plus elliptique. Et puis c'est surtout la forme qui a changé. La façon de filmer, hein. Voilà. Et merci les experts, et merci les séries américaines d'ailleurs, parce que c'est elles qui nous autorisent. Du fait qu'ils ont tout à coup comme ça marche, et ben nous on a le droit tout à coup d'aller plus loin parce que c'est très dur de faire bouger le carcan de la télé. Donc la condition pour que les séries françaises durent, c'est de piquer des recettes aux séries américaines. Non, c'est de profiter de la brèche qu'ils ouvrent. Alors, celui qui est à l'origine de ce lifting réussi de Julie Lescaut s'appelle André Béraud. Il est arrivé à la tête de la fiction. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, celui qui est responsable du lifting de Julie Lescaut, c'est Takis Candilis. Alors même si Takis est parti, c'est l'ancien patron de la fiction à TF1. C'est lui qui a changé Julie, qui a voulu changer Julie. Voilà. Et André est arrivé. Il est arrivé le jour où le premier épisode de Julie Lescaut a fait un carton. Nouvelle version. Il m'a appelé en me disant merci de m'accueillir avec un si beau score. Voilà. Je veux dire, rendons à César ce qui appartient à César. Hein, alors celui qui a succédé à Takis Candilis à la tête de la fiction à TF1 s'appelle André Béraud. Ouais, quels sont ses projets pour la chaîne? Laetitia Krupa, Wilfried Garcet. À l'origine, Julie Lescaut, c'était ça. Vous lancez un avis de recherche pour une camionnette blanche. Et voilà un type avec un blouson en jean. Fouille systématique de tous les véhicules correspondants. La marque de la camionnette? Je ne sais pas. Mais depuis l'automne 2008, la super flic s'est installée à Paris et les choses ont pas mal bougé. Changement de look, de partenaire, réalisation plus nerveuse, le dernier épisode de Julie à Paris a réuni 8,7 millions de téléspectateurs, lifting réussi. Mais désormais, c'est l'ensemble de ces fictions que TF1 a décidé de modifier. Et pour la une, l'homme de la situation, c'est lui, André Béraud. Nous avons regardé les pilotes, nous avons analysé à l'interne, nous avons apporté certaines corrections, nous avons joué avec l'emballage, nous avons refait certaines scènes. On a vraiment retravaillé pour donner toutes les chances au produit. Ancien de la chaîne ABC aux États-Unis, ex-responsable de maisons de production au Canada, André Béraud se défend pourtant d'être le VRP des séries américaines. Moi, j'amène une culture de la télévision internationale et de la télévision européenne et française. Je n'amène pas l'Amérique avec moi. Pour l'instant, toutes les séries visibles sur TF1 ont été lancées par le prédécesseur d'André Béraud, Takis Candilis. C'est le cas de Flic, la petite dernière, qui ouvre déjà de nouvelles voies. C'est quoi l'embrouille entre vous et Yac? C'est quoi, c'est un interrogatoire, quoi? L'enquête de l'IGS désignera les véritables responsables de ce désastre. Jean-Pierre Guérin, producteur historique de la chaîne à qui on doit notamment Julie Lescaut et Flic, sans frémir le vent du changement. Pour lui, c'est sûr, avec André, ça va bouger. C'est à nous maintenant de travailler avec lui, c'est à lui de s'adapter au modèle français parce qu'il ne s'agit pas de copier les Américains. Les tentatives qui ont été faites dans ce domaine ont toujours raté. Il s'agit d'inventer, de retenir les leçons et d'inventer une autre façon de faire nos fictions et de toucher le public. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Jean-Pierre. Jean-Pierre Guérin produit donc Julie Lescaut, mais il produit également Flic, la série imaginée par l'ancien flic Olivier Marchal. C'est une série qui vous a pas tout à fait convaincu? Ah, c'est pas qu'elle m'a pas convaincue. Ce qui m'a pas convaincue, c'est toujours le rapprochement qu'on essayait en train de faire Julie Lescaut et Flic en me disant Flic, c'est-à-dire d'essayer de ringardiser quelque chose avec quelque chose d'autre, parce que c'est différent. C'est ça qui me plaît pas. Moi, la série Flic, je l'ai regardée, elle est très très bien. Je veux dire, elle a. C'est pas ce que vous dites. Vous dites que c'est plein de clichés. Ah oui, vous y allez fort. Quand on me dit, bien sûr que c'est plein de clichés. Vous dites quand on voit le personnage de Diefenthal, les flics sont forcément malheureux, ils boivent, ils fument, ils sont torturés. Je réponds à des questions là. C'est parce qu'on me dit, alors ça a relégué Julie Lescaut au rang de clichés et de ringards. Je dis mais attendez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, ça aussi, c'est un autre genre de cliché. C'est une volonté de renouveler tous les films de Marshall. Si tu regardes tous les films de Marshall, c'est la même chose. Donc c'est son cliché à lui de la police. Parce que voilà. Et Julie Lescaut, c'est un autre genre de cliché. Et puis on essaye de comparer l'incomparable. Il y en a un qui est interdit au moins de 12 ans et l'autre qui ne l'est pas. Vous pourriez produire pour d'autres chaînes que TF1? Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez proposé déjà? À chaque fois, je me suis fait virer. Puis après, on me dit ouais, non, mais elle veut rien produire avec nous. Bah oui, mais vous avez qu'à les prendre. Et vous a dit pourquoi vous avez viré, c'est quoi?
La raison qu'on... Est-ce que c'est parce que à ce moment-là, le directeur a changé? J'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui m'a fait rire une fois, c'est que j'avais envoyé 3 projets à France 2. Ils m'en sont tous les 3 revenus en travers la figure. Il y en a 2 qui ont été faits sur TF1 et qui ont fait un carton. Donc je me dis, et après on me reproche de pas donner de projet. Alors il y a Julie Lescaut, on l'a dit, il y a aussi vos activités de productrice. Quels sont vos projets pour l'année 2009? D'abord, on produit ma pièce. Je dis on parce que... Alors, on va en parler. Donc, votre pièce, ma pièce d'abord. Alors, votre pièce de théâtre, c'est à partir du 9 janvier. Vous serez sur les planches à la Gaîté Montparnasse pour 100 représentations de Madame Butterlight. Oui. C'est une pièce que vous avez écrite vous-même, racontez-nous. Oui, que j'ai écrit. Mais je vais juste préciser 9 janvier. 9 janvier, j'ai appris l'autre jour parce que j'avais pas du tout connecté. Julie Lescaut, la première diffusion, ça a été le 9 janvier. Ah, et alors c'est un signe. Dis, sans choisir, c'est un signe, c'est grave. Bon, ça me plaît. Mais Madame Butterlight, je l'ai écrit. C'est un délire que j'avais envie de me payer, où je m'éclate comme une folle. J'avais envie de me battre un peu contre la dictature de la maigreur, de tous ces gens qui veulent. Mais en riant, c'est une comédie. En riant totalement. Oui. Merci beaucoup, Véronique Jeunesse, d'être venue sur le plateau de Plus Clair. Merci. Semaine spéciale PS pour le journaliste Yves Calvi, un spécial mots croisés sur France 2, un spécial C'est dans l'air sur France 5. Il en a pas marre, Yves Calvi. Notre envoyé très spécial, Raphaël Bayot, lui a posé la question en coulisses. L'envoyé très spécial est attendu d'urgence. Et non, pas à Europe 1, mais à l'enregistrement de C'est dans l'air, dans un studio situé sous la radio. Nous sommes mercredi, il est 17h20. Ça y est, Martine Aubry est première secrétaire du PS. Ce sera bien sûr le sujet de l'émission d'actualité. Bon, je croyais être un peu en retard, mais à C'est dans l'air, être pressé, c'est une seconde nature. Vous arrivez toujours comme ça, 20 minutes avant l'antenne, c'est tranquille. J'arrive 20 minutes avant l'antenne pour l'émission, mais mes bureaux sont de l'autre côté de la rue. Voilà, donc je peux simplement tous les soirs être renversé par une voiture en traversant. Vous avez révisé vos fiches sur le PS, c'est compliqué cette semaine. C'est un peu votre semaine et le PS. En ce qui concerne le Parti Socialiste, en ce moment je suis en révision permanente. Révision permanente, ça c'est sûr. Lundi soir sur France 2, il arbitrait déjà un mot croisé plein de passes d'armes socialistes. Attendez, je vous donne la parole dans un instant. Et en 2 semaines, il y a déjà eu 4 C'est dans l'air sur le sujet. Il y a un moment où il faut aussi savoir s'arrêter, mais là on est dans la fin de la première partie de l'histoire, si je puis dire. Je vous demanderai tout à l'heure comment on fait pour renouveler toujours le sujet, mais je crois que vous avez l'air pressé. Je vais vous dire ça après l'émission. Bon, à tout à l'heure Yves. 17h40, on est à 5 minutes du direct. Bonjour à tous. Christophe Barbier, un grand habitué de C'est dans l'air, arrive seulement maintenant. Et ce feuilleton du PS alors, pourquoi il a tant passionné les foules? On a commencé par qui va succéder à François Hollande et on a terminé par est-ce que le Parti Socialiste ne va pas imploser? Bref, un genre de série à suspense façon 24 heures chrono. Sauf que là, c'était pas Jack Bauer, c'était Daniel Vaillant les 2-3 derniers jours. Quoi, le chef de la commission de recomptage des voix du PS en Jack Bauer? Trop fou pour moi. Je cours direct en plateau. Et nous sommes à l'antenne dans 2 minutes. Yves Calvi peaufine ses dernières notes. J'ai une question. Dépêche-toi vite alors, mais du coup... D'accord. Non, finalement j'ai pas osé le déranger Yves Calvi, si près du direct. Du coup, j'ai suivi l'émission depuis la régie. Bonsoir à tous. Martine Aubry va avoir beaucoup de travail entre sa mairie de Lille, le parti de la rue de Solferino et surtout Ségolène. Et au bout de 20 minutes de direct, alerte rouge, une info tombe sur l'ordinateur de Sophie, la chargée de production. On vient d'apprendre que l'entretien qui avait lieu entre Aubry et Royal s'est achevé et donc Ségolène Royal a fait une réaction. Donc je vais aller porter la dépêche à Yves pendant le sujet. Je vous suivrai, je serai derrière vous. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et cette fois, j'ose même parler à Yves Calvi. Je vais faire réagir parce qu'on a une émission en direct. On va réagir aussi sur l'actualité. Toujours privilégier l'actu. C'est le cahier des charges, l'esprit et la force de cette émission. Et à l'antenne, ça donne ça. Cette information qui vient de tomber il y a quelques instants, elles viennent de se voir à Paris cet après-midi. Je vous vois sourire. Non, mais on a l'impression de... On dirait que ça mange pas de faim, mais bon. Mais ça fait penser à un communiqué diplomatique. Oui. Là, il reste que 10 minutes d'émission, place au fameux texto des téléspectateurs. Bon, le mien a loupé parce que ça captait pas. Mais au standard, ça chauffait. Là, on en a plus de 1000, on a dépassé les 1066 exactement. 1066, c'est beaucoup pour un sujet? C'est un bon score, ouais. Je sais pas pourquoi, mais là, je sens que je les embête. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce que vous recevez? Il faut plutôt parler. Ok, sympa. On reçoit des messages de militants des deux côtés, donc ça peut être assez violent. Royal ras-le-bol, la mort du PS, ça par exemple, non? Je vais pas le prendre.
18h45, c'est dans l'air, c'est fini. Demain. Mais sur le plateau, ça papote comme à la maison. Même pas c'est fini, vous continuez à débattre. Ah oui, ça nous arrive de continuer assez longtemps. Il est assez rare qu'on se calme. Yves Calvi est content de son émission, la reprise des pourparlers entre Aubry et Royal en direct, il a adoré. Elles ont décidé de se parler, on le découvre en direct dans C'est dans l'air, c'est commenté en direct par des spécialistes, donc on apporte quelque chose en plus. Et moi aussi j'ai un petit quelque chose en plus, ce calcul essentiel pour la fin. Une fois 120 minutes sur France 2, plus 4 fois 60 minutes sur France 5, depuis 2 semaines, Yves Calvi a quand même assuré 6 heures de direct sur le PS. Ce qui est in, ce qui est out cette semaine à la télévision, c'est dans le cahier de tendance de Mathieu Drouin. Et on commence ce cahier de tendance avec un in d'honneur pour Alex Good qui cette semaine était encore particulièrement en forme. Demain matin, vous pourrez encore dire Hugues au frais. Bon bah celle-là 20 sur 20, mais alors pour nous fêter les Flora, là c'était festival. Demain, souhaitez au moins 3 fois sa fête à Flora, surtout si vous la croisez dans le train. Si Flora 3 fois, bon celle-là, pas terrible, j'ai fait plus clair. Attendez, retour arrière, je crois qu'il a dit plus clair. J'ai fait plus clair. Ouais, c'est ça, il a dit plus clair. Alex, si t'as vraiment cherché à rentrer en contact avec nous, place le mot endive dans ta prochaine météo. Bon bah, on attend tes nouvelles. Allez, next. Alors je sais pas si c'est les fêtes qui approchent, mais cette semaine, c'était la fiesta d'une pape dans les magazines. Bon, dans Marie-Claire, il faisait un peu n'importe quoi. Déjà là, c'est pas du tout comme ça qu'on accroche un nœud pape. Pareil pour cette jeune fille, là, c'est pas du tout à cet endroit qu'on le met. Ah non, j'avais pas vu là-haut. Bah oui, mais là, le mettre sur une cravate, ça sert à rien. On pourrait avoir un doute sur la tendance quand on voit que Brad et George n'emportent pas en couverture du GQ. Mais dans l'officiel homme, là, on est bling bling à mort. Apparemment, on s'éclate comme des fous, mais bon, faire tous ces efforts et oublier de mettre son pantalon, franchement. Ça veut dire quoi alors, cette tendance? Bah, demandons à Frédéric Gersal, le grand ponte d'une pape à la télé. Si j'ai bien compris, c'est bientôt Noël, il faut être chic, ce qui veut dire que... Ce qui veut dire rien du tout, mais... Ce qui veut dire rien. Ah donc il n'y a pas de tendance. Bon bah, on est bien avancé avec ça. Allez, on parle web, parce que cette semaine, la grande tendance sur le site Facebook, c'était les groupes anti-Starac. Et ils y sont pas allés de main morte. Des larmes vont-elles encore couler face à la critique? À mon avis, vu le nombre de groupes, ouais. Bon, déjà, il y a ceux qui se la jouent cahier de tendance et qui trouvent que la Starac, c'est out. Bon, vous êtes gentils les enfants, mais la out, c'est moi qui les donne. D'autres veulent carrément que les musclés soient les prochains parrains. Ah bah ouais, c'est peut-être ça la solution, parce que franchement, inviter Britney... On voudrait faire manger Nikos par Armand Altaï aussi. Un peu de sérieux, vous la voyez Armand Altaï manger un grec? On menace de jeter les élèves de la Starac dans la Seine? Non mais ça va pas bien, franchement. De toute manière, Nikos, il en a vu d'autres. Mais c'est pas grave, c'est le piquant. Pensez pas au tournant, gardez l'envie. Ça, c'est parlé. Le out de la semaine, il est pour ces émissions qui cherchent à être tendance et qui au final, font un peu n'importe quoi. Dans Petit Plat en équilibre sur TF1, on a tenté de filmer Laurent Mariotte à travers 3 poutres. 1, 2, 3... on a vu plus pratique. Dans Les Détectives de l'Histoire sur France 5, le plateau... Mais c'est carrément un hall de gare. Mais vous êtes gentils, messieurs, dames, mais là on est en train de tourner. Mais le pompon, c'est l'émission Philosophie sur Arte. Le corps nous trompe, le corps nous induit en erreur. Bon là, va falloir s'accrocher. Sur ce coup-là, Raphaël Enthoven a choisi de parler à ses téléspectateurs de dos. Et puis son invité, coup de bol, elle est déjà là, planquée dans un coin. Vous êtes agrégé de philo, vous vous destinez à l'enseignement. À moins que vous ne deveniez danseuse. Danseuse? Bon, là, je vous avouerai que j'ai pas tout compris. Bon, en même temps, c'est de la philo. Allez, à la semaine prochaine. Voilà, plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Rendez-vous même endroit, même heure, samedi prochain, c'est en clair. Et c'est à 12h45. Bon week-end, bye bye.